On ne s'en sortira pas tant qu'on n'aura pas de fonds de pension en France et en Europe. Je redonne les ordres de grandeur. Aux États-Unis, c'est 42 000 milliards d'euros qui sont dans les fonds de pension, dont 20% va dans l'innovation, dans la tech. En Europe, ça n'est que 6 000 milliards, concentrés dans les démocraties du nord de l'Europe. Et en France, c'est quelques centaines de milliards. Maintenant, pour arriver à avoir les moyens à l'échelle et passer l'étape d'après qui est de transformer nos licornes, en tout cas nos belles startups, en géants tech mondiaux, on n'y arrivera pas si on n'a pas cet argent massivement, et donc si on passe par une partie de notre système de retraite, de la répartition à la capitalisation. Et ce qu'il faut, c'est qu'on attire aussi l'épargne des Français. Et là, donc il faut donner des incitations. L'État peut aider à pousser pour aller vers le risque, vers les secteurs qui sont importants, et donc les secteurs de l'innovation, et pour que cette épargne-là, elle soit la plus utile possible. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Entretien avec un VC, le podcast qui décrypte les coulisses du capital risque et plus généralement le financement des entreprises et de l'innovation en France. Si vous appréciez les contenus, si vous appréciez ces émissions, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et pour nous soutenir. Aujourd'hui, on va parler financement. Aujourd'hui, on va parler surtout de comment les pouvoirs publics participe et impacte l'innovation en France, l'entrepreneuriat. Et avec ça, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Midy. Bonjour Paul. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Paul Midy est le député de la 5e circonscription de l'Essonne, et on dit Paris-Saclay. Exactement. Paul est à l'initiative du dispositif Jeune Entreprise, on va en parler. Paul est aussi un ancien entrepreneur ou intrapreneur. On va parler de tout ça, mais comme à l'accoutumée, Paul, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter un petit peu ton parcours avant d'arriver à cette position et avant d'arriver dans les pouvoirs publics. Ouais, carrément. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis content de passer ce petit moment avec toi. Moi, effectivement, avant d'être député, j'ai été élu en 2022. J'étais entrepreneur. J'ai créé ma première entreprise sur le plateau de Saclay, donc qui est aujourd'hui ma circonscription. Donc c'est tout cet écosystème d'innovation qui est 15% de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation française. Donc c'est un super territoire. C'est énorme. C'est évidemment la meilleure circonscription. Et donc j'avais créé ma première boîte là-bas, qui était une petite boîte de services informatiques. Après j'ai passé quelques années dans le conseil avant de revenir dans l'entrepreneuriat. J'ai fait beaucoup de e-commerce, j'ai fait pas mal d'aventures, mais notamment toute l'aventure Jumia, qui est le Amazon africain, première licorne africaine qui a été introduite en bourse il y a maintenant quelques années. J'ai dirigé pendant un moment Frishti, pour ceux qui connaissent, notamment à Paris. Qui a été racheté par la Belle Vie. Qui a été racheté par la Belle Vie après quelques autres rachats. Il y a eu quelques péripéties avant que ce soit racheté par la Belle Vie. Mais je suis toujours client de Frishti. Et puis j'ai fait ma transition vers la politique en devenant directeur général de La République En Marche, donc le parti d'Emmanuel Macron à l'époque, que j'ai dirigé 2-3 ans. C'est un parti, c'est une PME de 120 salariés, donc moi je savais diriger des organisations, et puis ça m'a permis d'aller en politique, ce que j'avais envie de faire à ce moment-là de ma vie, et première élection en 2022, et puis j'ai survécu à la dissolution l'année dernière. Ouais. C'est vrai que tu es un jeune député qui a déjà deux élections deuxième élection, réélection. La réélection, c'est vrai que la première élection, c'est un moment qui est très spécial, parce que moi j'avais été élu à 19 voix près, c'était très intense. Mais la réélection, c'est encore quelque chose de différent. Moi, j'ai eu la chance d'être mieux réélu qu'élu. Et donc, c'était dans les conditions de la dissolution qui étaient quand même difficiles. J'étais plutôt content. Et donc, en tant que député, moi, à fond sur les sujets innovation numérique, IA, entrepreneuriat, les sujets économiques en général. Donc c'est ça mon petit parcours. Je te remercie, on va y revenir un petit peu. Est-ce que tu peux quand même nous partager comment on a ce déclic de pourquoi tu pars en politique? C'est vraiment tu te vois comme un entrepreneur, c'est une opportunité, ça y est, je suis intéressé, ou est-ce que depuis tout petit t'es le délégué de la classe, tu as une forme de, tu veux défendre une forme de justice? C'est un peu un mix des deux. Je pense que d'abord c'est une passion que j'ai depuis longtemps.
Je sais pas trop expliquer en vrai. Il y a des gens qui sont passionnés par le football. Je sais pas comment ils l'expliquent. Moi, je suis pas passionné par ça, mais effectivement, depuis longtemps, quand j'étais petit, je voulais être maire de ma ville, tu vois. D'accord. J'ai été délégué de classe, évidemment. Donc c'était un truc que j'avais en tête. Mais moi, je viens d'une famille d'ingénieurs. Personne ne fait de politique. C'est plutôt mal vu de faire de la politique. Ça l'est toujours. Et voilà, j'étais évidemment autonome, indépendant, mais j'étais plutôt dans ce contexte de et une vraie carrière, faire un vrai métier, et puis tu verras après avec tes trucs de rigolo, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai d'abord commencé dans l'entrepreneuriat, dans le conseil, et je m'étais dit faut que j'ai 10 ans de vie professionnelle minimum avant peut-être de faire de la politique à plein temps. Mais c'est un truc qui me trottait en tête, mais au fond de cerveau, que tu réalises pas forcément, mais je sais que j'avais ça. Et puis après, c'est des hasards de la vie. Quand j'ai quitté Frischti, ça faisait 12 ans que je travaillais. Donc j'avais dépassé mon timing des 10 ans. Et puis en fait, moi, j'avais pas participé à la première élection d'Emmanuel Macron en 2017. Mais en 2018, je me suis dit, ah tiens, j'ai raté un truc. J'ai envie de bosser avec lui. J'ai envie de faire des trucs. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis... j'ai poussé, j'ai bossé pour essayer de rejoindre cette aventure. Et puis il se trouve que voilà, j'ai été embauché comme directeur général de La République En Marche. Et c'était une façon de faire la transition. C'est ça le tremplin. Voilà, c'est ça exactement, pour rejoindre cette grande équipe, comprendre comment ça marche, et puis après qu'on me fasse confiance en me proposant d'être investi dans une circonscription. Mais tu vois, c'est un mix entre... Moi, j'ai toujours aimé participer à des projets plus grands que moi, à être des endroits où tu peux avoir de l'impact à grande échelle. Ouais. Et ça, je pense que tu peux l'avoir en vrai. Tu vois, j'ai vu ça à plein d'endroits. Tu peux le faire dans une grande entreprise, dans une start-up, dans une association. Il y a plein d'endroits où tu peux avoir un vrai impact. Mais c'est vrai que la politique, je me dis, c'est là où tu peux toucher le plus de monde si tu arrives à l'impact. Et il faut qu'il soit positif, évidemment. Donc voilà, moi j'avais ce truc-là en tête. Et puis, voilà, j'espère contribuer positivement. Voilà, avoir des petites avancées, parce que pour le coup, quand t'es député, tu connais ton montant d'emmerde. Ça, je le connais. Il est défini au début de chaque mois. Je sais qu'est-ce que ça va être. Et c'est quoi généralement? C'est le quotidien, justement. Bah, c'est d'abord se faire insulter cordialement sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est inhumain. Les gens. Le fait d'être une personne exposée ouais, aujourd'hui. C'est ça. T'es une personne exposée à beaucoup de monde. J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je vais faire des posts qui peuvent être très visibles. Quand tu fais de la politique, c'est vrai que tu prends des positions, donc faut s'attendre au débat. Il y a pas de sujet, j'ai aucun problème au débat, j'adore ça, au contraire. Mais très vite, il y a des gens qui considèrent que si tu as fait de la politique, en fait, ils déshumanisent le truc. Ils oublient qu'il y a un être humain qui, certes, a l'air peut-être, je sais pas, tu vois, on est un peu robotisé, parfois ça peut arriver, mais en fait on est juste des êtres humains, quoi. On essaye de faire le mieux. Je pense chacun sincèrement, alors je pense qu'il y en a qui font n'importe quoi, mais il faut les combattre, mais voilà. Mais je pense qu'il y a de la sincérité à chaque fois. Et puis voilà, c'est le système des réseaux sociaux qui favorise la brutalité, et les gens se rendent pas compte. Donc t'as ça. Dans la vie physique, moi j'ai pas trop le problème, parce que honnêtement, j'ai une bonne relation avec mes administrés en circonscription, et puis même un peu partout en France. Moi, j'ai plutôt beaucoup de gens qui viennent me voir pour me remercier. Donc ça, vraiment, à chaque fois que vous le faites, c'est trop sympa. Et ça booste vraiment à fond. Donc moi, j'ai plutôt ça. Ça, c'est top. Après, évidemment, t'es, comment on dit en bon français, under scrutiny permanente. Je peux pas aller dans un endroit sans qu'il y ait quand même des gens qui me reconnaissent et qui vont... voilà, raconter ce que je fais de ma vie à tout le monde. Donc bon, c'est pas très grave, mais voilà. Et puis après, t'as l'équation économique qui est très différente de l'équation économique que je pouvais avoir avant dans le privé. Justement. Donc on peut pas se plaindre. On reçoit une indemnité qui est quand même 3 fois le salaire médian en France. Donc c'est très important. Mais relativement au niveau de salaire que j'ai pu avoir dans ma carrière, c'est beaucoup plus bas. Voilà, donc il faut aussi s'adapter à ça, et voilà, ça fait partie de l'équation. Et les différences majeures justement que tu as pu voir entre le monde privé
Ouais. Et le monde aujourd'hui, tu gères quand même aussi, c'est aussi une petite entreprise. Ouais, et tu vois, t'as plein de conseillers, une belle équipe. Comment ça se passe? Oui. Alors, je me sens vraiment, c'est vraiment le boulot de député, un boulot d'entrepreneur. Vraiment, moi, je le ressens comme ça, mais je vois beaucoup de similitudes. C'est-à-dire que tu as des objectifs qui sont extrêmement élevés. Juste, moi, je veux qu'on fasse plus de croissance, qu'on mette fin au chômage, qu'on augmente, tu vois, que le salaire médian des Français, au lieu d'être à 2200 €, il dépasse les 3000 €. On veut réindustrialiser le pays, on veut faire le zéro carbone à 2050. C'est juste des petits objectifs. Éviter la troisième guerre mondiale, tu vois, c'est des petits objectifs. Et avec ça, tu as vraiment des moyens relativement restreints, mais comme un entrepreneur. Et donc, moi, j'ai deux moyens. J'ai la capacité de faire changer la loi, ce qui est quand même pas mal, mais je peux pas le faire tout seul. Je peux pas décider, moi, tout seul de changer la loi. Il faut à chaque fois que je convainque des centaines de collègues députés pour que ça soit le cas. Et puis, par contre, j'ai un droit de parole. Je peux parler, j'ai un levier d'influence où je peux donner mon avis, pousser des sujets et si je le fais pas trop mal, ça peut avoir un impact sur le débat public. Mais c'est deux petits leviers. Alors j'ai une équipe, mais j'ai une petite équipe, j'ai 5 collaborateurs et collaboratrices, enfin c'est pas mal et je suis ravi et ils sont super. Ils travaillent comme 10. Tu vois, chez Jumia, on était 5000, chez Frishti, on était 500, à la République En Marche, on était 120, voilà. Donc, ils sont 5 qui travaillent comme 10, c'est vrai. Mais c'est une petite équipe et donc c'est des leviers différents, mais c'est vraiment l'entrepreneuriat. Donc, moi, mon objectif, c'est, de m'assurer à chaque fois que j'arrive à avoir de l'impact. Et tant que je crois que j'arrive à avoir de l'impact, je resterai et j'essaierai de contribuer, mais le jour où l'équation ne marchera plus, j'irai ailleurs pour avoir de l'impact. Et justement, par rapport aux autres profils de députés, aux autres députés, à tes collègues, est-ce que tu vois une différence justement à avoir un passif d'entrepreneur? Ah bah bien sûr. Et est-ce que c'est pas ça qui fait aussi la différence vis-à-vis d'autres? Je pense que chaque député arrive avec son passé, son expérience. Alors il y en a qui en ont quelques-uns qui en ont vraiment très peu. Et donc je pense que ce qu'ils apportent est peut-être un chouï moins utile, mais beaucoup des députés à l'Assemblée ont des grandes expériences, mais chacun dans leur domaine. Tu vas avoir des agriculteurs, des infirmiers, infirmières, des gens du corps médical, des avocats. Donc il y a beaucoup de représentativité finalement en termes de... Tu as beaucoup de représentativité, mais en fait, t'as de tout. Mais par contre, je pense qu'il y a des biais. C'est-à-dire que par exemple, tu as relativement à la population, tu vois en France, il y a 4% de la population sont des agriculteurs, travaillent dans le monde agricole. Mais tu as beaucoup plus que 4% des députés qui viennent de ce monde-là. Par exemple, ça c'est surreprésenté. Et à l'inverse, le monde entrepreneurial, il est clairement sous-représenté à l'Assemblée nationale. Donc ça, moi, je fais un appel. Il y aura des législatives et des échéances qui vont arriver en 2027. Tous ceux qui veulent s'investir, il faut s'investir parce que parfois, moi, je me sens un tout petit peu seul à expliquer. Alors, c'est aussi la configuration de l'Assemblée avec beaucoup de forces populistes, mais à expliquer qu'en fait, c'est les entreprises qui créent la valeur et qui nous permettent de prélever des impôts et puis de payer les services publics et de faire tout ça et qu'en fait, il faut les aider à ce que ça marche le plus possible. Il faut aider les entrepreneurs. Et franchement, parfois, quand je parle de ça à l'Assemblée, il y a des gens qui hurlent ou qui ricanent. Et voilà. Donc, il y a un gros boulot. Voilà. L'Assemblée, il y a de tout et c'est super. Il y a vraiment tous les types et le plus elle peut être diverse, le mieux. Mais il y a des biais de représentation. Je pense qu'on manque d'entrepreneurs et on manque de scientifiques. Très intéressant. Et tu penses qu'il faudra que demain il y ait des quotas? Alors, alors à ce niveau-là, je sais pas. J'irai peut-être pas jusque-là. Moi, j'ai été favorable à des quotas pour féminiser le monde politique, puisqu'on a mis c'est dans les scrutins de liste, tu as un quota, parce que c'est 50-50 hommes-femmes sur tous les scrutins de liste. Quand tu élis ton maire et donc ton conseil municipal, conseil départemental, conseil régional, les listes sur les européennes, pour les parlements européens. Pour les députés, t'es seul avec un ou une suppléante, généralement c'est paritaire. Les partis ont des amendes s'ils présentent pas assez de femmes. Ouais. Donc t'as ça. Après, aller plus loin dans le type de profession et tout, j'irai pas jusque là.
Par contre, on peut parler de quotas pour aller féminiser le monde de la tech. Là, c'est un sujet qu'il faut qu'on arrive à traiter un jour. Justement, on va parler de tech, là, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, et le temps tourne. Quelle est ta vision d'innovation en France? Parce que maintenant, voilà, tu représentes la France, en tout cas. Et comment tu définirais un petit peu le rôle des pouvoirs publics dans le développement de l'innovation? Oui. Est-ce que les pouvoirs publics doivent avoir un rôle, et c'est quoi le rôle? Oui, je suis certain que les pouvoirs publics doivent avoir un rôle. Il n'y a pas un pays qui marche et qui a un écosystème d'innovation sans que les pouvoirs publics aient fait un bon job. Il y en a, et si les pouvoirs publics ne font pas, généralement c'est sûr qu'il n'y a pas non plus d'écosystème d'innovation. Les pouvoirs publics, l'État, le gouvernement, doivent faire en sorte de donner les conditions pour que des entreprises innovantes puissent se créer et se développer. Donc les conditions, c'est qu'il faut avoir les talents qui sont disponibles et qui ont envie de faire ça, le financement qui doit arriver. Donc évidemment, la majorité du financement doit être privé, mais le financement, même privé, il vient d'organisations qui sont définies publiquement. Les organismes qui donnent le plus d'argent à l'innovation sont les fonds de pension. Et donc les fonds de pension, c'est une organisation publique collective que certains pays se sont donnés pour financer les retraites de leurs concitoyens. Donc c'est un sujet public et c'est un sujet qui est défini par les gouvernements. C'est s'assurer que les réglementations sont favorables. C'est mettre du financement public aussi, il le faut. Et donc en fait, évidemment que le pouvoir public a un rôle très important pour donner le cadre favorable. Par contre, c'est aux entrepreneurs de faire. Et moi, je suis un libéral. C'est les entrepreneurs et les entrepreneuses de créer des entreprises et de faire le boulot. Mais sans le cadre qui est donné par le pouvoir public, en fait, c'est quasiment impossible. Imagine, là, 2 secondes, je vais pas citer de nom de pays, mais pense au pays, là, 30 secondes, le plus pauvre dans lequel tu sois allé dans ta vie. Dans ce pays-là, imagine, je t'envoie la semaine prochaine dans ce pays-là, et je te dis, vas-y, fais une licorne, fais un champion mondial de la tech. Franchement, tu vas dire dur. Donc c'est là où il faut se rendre compte que, tu vois, les Américains, ils sont très libéraux, mais sans tout ce qui est fait par le gouvernement américain, par l'État fédéral, toutes les réglementations, les financements, le système qui est organisé, jamais toutes ces entreprises auraient vu le jour. Donc il faut, c'est pas pour dire sans l'État il se passe rien ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas du tout mon truc, mais je pense qu'il faut quand même se rendre compte parfois et de la chance qu'on a d'être en France, en Europe et aux États-Unis pour ceux qui le font là-bas, mais aussi du potentiel d'amélioration. Parce que le truc, ça sort pas de nulle part, quoi. Donc, si on améliore les choses, on peut avoir un impact très important sur notre capacité de l'écosystème à se développer. Et à l'inverse, c'est quoi les principaux freins que tu vois maintenant que tu vis à l'innovation du fait que ce soit insufflé par les pouvoirs publics? Alors, je vois pas de frein spécifique à ça. Le principal frein, puisqu'on est en démocratie et j'espère qu'on va le rester longtemps, c'est aujourd'hui, c'est de faire comprendre au grand public ce qu'on est en train de faire et l'importance de ce qu'on fait. Je pense qu'on a vachement communiqué dessus et de le faire comprendre, de le faire adopter. Exactement. Et que les gens se disent, ah ouais, c'est super important, on va y mettre énormément de moyens. Tu vois, je prends souvent la comparaison avec le secteur de la culture. En France, 80% des Français considèrent la culture c'est important, l'exception culturelle française c'est super. Et je suis de cet avis. Et donc, le jour où y a un ministre du budget qui essaye de réduire le budget de la culture, bah, t'as la ministre de la Culture qui arrive sur la radio ou la télé le lendemain matin et qui hurle. Tous les Français sont derrière et donc au final le budget augmente. Ce que je veux dire, c'est ils ont quand même pris un peu cher. Parfois ils ont pris cher, mais ce que je veux dire, c'est que derrière t'as tous les Français et qui comprennent ça. Et donc moi je pense qu'on a une étape où on a développé, on a sorti de terre un vrai écosystème d'innovation en France. Et dans les 10 dernières années, et franchement c'est génial. Mais on est à mi-chemin parce que maintenant il faut qu'on sorte de terre des géants tech mondiaux d'origine française et européenne. Pour ça, il va falloir mettre beaucoup d'argent, il va falloir faire un certain nombre de changements. Et il faut qu'on passe de un peu la caricature de la Startup Nation
tu vois, où on se dit tiens, c'est une caste de mecs blancs qui sortent d'HEC dans l'avenir en champ de Paris, qui gagnent de l'argent, on sait pas trop comment, donc il doit y avoir une arnaque à vraiment un secteur de notre économie qui doit être le secteur numéro 1, le plus moteur, le créateur d'emplois, le plus créateur de richesse, ce que c'est aux États-Unis. Juste les GAFAM, c'est 10% du PIB américain. Ouais. Et donc, c'est ça qu'il faut faire et embarquer. Il faut qu'on embarque tout le monde, les femmes, les diversités, tous les territoires. Donc ça s'améliore, mais il y a encore un gros boulot. Pour moi, c'est ça le principal frein. Et après, il y a plein de petits éléments techniques, évidemment, à améliorer, de trucs qui vont pas, de boulot à faire, hein, ça c'est sûr, mais voilà. T'as l'initiative du dispositif Jeune Entreprise, même de la mission Midi qui porte ton nom. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et comment c'en est, comment on t'a confié cette mission et c'est quoi son objectif principal? Et surtout, et puis dans un second temps, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que maintenant, ça commence à faire au moins 2 ans. Non? Ouais, tout à fait. Cette mission, elle s'est originée en 2022, donc après mon élection, après la réélection d'Emmanuel Macron, et au moment où on voyait, déjà au 2e semestre 2022, pour ceux qui s'en souviennent, on voyait que les levées de fonds étaient en train de baisser. Et donc, on savait qu'on allait un peu dans la pente descendante vers des moments où les levées de fonds allaient vraiment s'effondrer, notamment parce que la guerre en Ukraine avait commencé, que la Banque Centrale Européenne était en train de faire exploser les taux. Et donc on savait que là, on voyait la courbe commencer à baisser, et on savait que ça allait baisser très fortement. Et donc il fallait qu'on trouve les moyens pour soutenir les levées de fonds, et en particulier ce qui était le focus de cette mission-là, pour les startups en early stage. Et donc le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'époque m'a confié cette mission pour mettre en œuvre des mécanismes de soutien à l'investissement dans les startups, les PME innovantes. Et donc on a fait une 30aine de recommandations, il y en a un tiers qui ont été mis en place, un tiers qui sont encore en cours, un tiers qui n'ont pas vu le jour, et bon, je pense qu'ils verront pas le jour avant un moment, mais voilà, mais c'est quand même un bon taux de succès pour ce type de mission. Et notamment, on a mis en place ce qui était un point très important pour moi, c'est l'incitation fiscale IRJEI. Donc j'investis jusqu'à 150 000 euros dans une JEI, une jeune entreprise innovante, et j'ai 30% de mon investissement, donc jusqu'à 50 000 euros, en réduction d'impôt. Le taux passe à 50% si tu investis dans une JEIR, jeune entreprise d'innovation de rupture. Donc en bon français, une startup deep tech. Et puis on a ouvert aussi une nouvelle catégorie, JEIC, jeune entreprise d'innovation et de croissance. Parce que tu sais, avant il fallait atteindre 15% de R&D dans ta base de coûts pour devenir JEI. Maintenant c'est 20%. Par un horrible changement qui a été fait par le gouvernement l'année dernière, contre lequel je me bats. Mais justement, on avait, moi j'avais pire poussé encore. Vous êtes bien battu déjà. Voilà, exactement. C'était pire encore. Le dispositif est supprimé, rien que ça. Donc voilà, donc on a travaillé pour que ce soit remis, évidemment. Et on a élargi le dispositif pour que ça commence à 5%. De dépenses R&D, pour aussi couvrir des entreprises qui, tu vois, parfois sont pas dans le digital, dans la tech, mais qui font quand même de l'innovation et qui ont du mal à qualifier les dépenses de R&D au sens de la jurisprudence actuelle. Alors, il y a eu des critères qui ont été rajoutés par le gouvernement qui ont un petit peu limité la capacité des entreprises à devenir JEIC, mais ça, j'espère qu'on arrivera à l'améliorer pour vraiment étendre. Il faut qu'on arrive à embarquer beaucoup plus de types d'entreprises dans l'innovation. L'innovation, c'est pas que la pure tech, IA dont on parle tout le temps, qui est super, super important, mais il y a aussi de l'innovation sociale, il y a de l'innovation dans l'éducation, il y a de l'innovation dans les RH, il y a de l'innovation dans plein de sujets, et il faut les embarquer aussi dans l'aventure. Et donc cette mesure-là, elle est effective depuis le 1er janvier 2024. Tu peux la faire en investissant en direct dans une jeune entreprise innovante, en club deal, donc via des SPV de club deal de Business Angel. Et là, au dernier budget, donc depuis mars 2025, c'est ouvert via des FCPI, donc des fonds fiscaux. Donc là, tu as plein de fonds d'investissement qui sont en train de monter des FCPI sur la défense, sur plein de sujets, pour pouvoir massifier les investissements et que cet investissement dans les FCPI, il puisse être disponible dans les agences bancaires, dans le réseau retail,
pour que tout le monde puisse bénéficier de cette incitation fiscale et investir ses premiers euros, ses premières centaines d'euros dans une start-up et participer à la transition écologique, à la défense du pays, à la réindustrialisation, à la création d'emplois. Voilà, c'est des instants très risqués, faut toujours le dire, mais justement quand on investit via un fonds comme un FCPI, on peut mutualiser ses risques et voilà. Et pourquoi c'est une bonne incitation et pourquoi on invite les Français à investir plutôt que pourquoi l'État le fait pas directement? Enfin, je fais exprès, hein, mais non, c'est très bonne question. Donc l'État le fait déjà beaucoup au travers de BPI France, qui est la plus grosse, relativement à la taille de notre pays, la plus grosse banque d'investissement public au monde, qui cartonne, qui est génial, qui est top, qu'on a fait aussi parce qu'on n'a pas de fonds de pension. Donc on a créé cet outil d'investissement public pour compenser, mais on ne fait que compenser à très petite échelle par rapport à ce que ça serait si on a des fonds de pension, mais on y reviendra. Et ce qu'il faut, c'est qu'on attire aussi l'épargne des Français. Et là, donc il faut donner des incitations. Et en fait, les incitations données par les pouvoirs publics, elles ont du sens quand tu vas un peu à l'inverse de ce qui est facile ou évident pour un être humain. Tu dois aider à les êtres humains. Les êtres humains, on a envie de garder son argent, que ce soit liquide, qu'on prenne pas trop de risques. Ça, c'est le truc. On est les champions de l'épargne. Voilà. Et donc, l'État peut aider à pousser pour aller vers le risque, vers les secteurs qui sont importants et donc les secteurs de l'innovation et pour que cette épargne-là, elle soit la plus utile possible. Sinon, les Français mettraient toute leur épargne dans l'immobilier. C'est important, l'immobilier, on a besoin de construire des logements. Mais on a besoin qu'il y ait une partie de l'épargne des Français qui aille vers le risque et donc il faut les aider. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que cette incitation fiscale, la première année, c'est un coût pour l'État. Mais en fait, c'est rentable en 3 ans. Pour l'État, c'est une mesure rentable. Donc c'est rentable pour la puissance publique et pour les Français de faire cette incitation fiscale. Parce qu'en fait, ça fait un effet de levier quand l'État met 1 euro, comme c'est un taux de 30%, quand l'État met 1 euro, ça génère pour le particulier 2 euros d'investissement qui vont là au lieu d'être sur un autre support moins utile. Ça fait 3 euros d'investissement. Ces 3 euros, il y a au moins 1,50 € qui devient de l'emploi et donc au moins 50 centimes qui devient de la taxe des charges sociales, etc. Et donc l'euro de l'État, tu vois, en 3 ans, je simplifie les calculs, mais c'est ça, tu l'as donné une fois et tu le récupères. Tu récupères 1,50 €, 3 fois 50 centimes en 3 ans. Donc parce que la beauté de nos startups, et c'est pour ça que ce mécanisme marche, c'est pour ça qu'il faut y aller à fond. La beauté de nos startups, c'est que dès qu'elles lèvent de l'argent, elles embauchent. Elles embauchent. Et tu lèves pas de l'argent pour garder, pour améliorer ta marge, t'en fais pas. Pour améliorer ta trésorerie, généralement, elle est pas géniale. C'est directement pour embaucher, pour faire des achats. Et donc voilà. Donc chaque euro levé, tout ce qu'on peut faire pour aider les startups à lever, à très court terme, c'est rentable pour l'État parce que ça crée de l'emploi. Et en plus, ça a des impacts en création de valeur à terme qui sont exceptionnels. Donc vraiment, moi, je pousse en permanence pour qu'on mette des milliards et des milliards et des dizaines de milliards, des centaines de milliards au niveau européen. C'est pas pour mal utiliser l'argent qui est celui des Français et des Européens qui vient de l'impôt et déverser ça comme si c'était juste pour se faire plaisir. C'est que c'est l'investissement le plus rentable et le plus efficace et le plus de court terme que l'État peut faire. Il y en a plein d'autres qui sont très utiles. Il faut construire des routes, il faut construire des lignes de TGV, il faut faire le Grand Paris Express. Ça, c'est très utile. C'est aussi rentable. C'est rentable, par contre, sur des échelles beaucoup plus longues. C'est rentable à 30, 40, 50, 60 ans. Donc, il faut le faire. Mais quand on investit dans nos jeunes entreprises innovantes, je garantis qu'on ne se trompe pas. Excellent. Le temps file. Je voudrais quand même qu'on arrive à parler de la régulation du numérique. On en parlait tout à l'heure en off. Oui.
tu es une personne, t'es la première. Tu me parlais du fait que tu étais toi-même exposé. Ouais. Aujourd'hui, c'est un gros et très vaste sujet. Oui. Donc on t'a aussi confié la mission. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Ça consiste en quoi? C'est quoi le challenge que tu portes? Et surtout les préconisations et vers où on va, quoi. Ouais, tout à fait. Donc moi, en plus, on en entend beaucoup parler aussi du côté du gouvernement. Bien sûr. Donc j'ai été rapporteur de la loi numérique pour se battre contre le cyberharcèlement, les arnaques en ligne, l'exposition des mineurs à la pornographie, et puis pour mettre en place en France les régulations européennes DSA, DMA pour les spécialistes qui connaissent ça. Et c'est des combats que je porte. Alors je le porte franchement pas en pensant à moi, parce que même si je me fais harceler sur les réseaux sociaux, je regarde plus trop, je laisse mon équipe faire. Et je sais que c'est le jeu, et moi je suis blindé. Je fais de la politique, ça m'affecte de temps en temps, mais voilà. Je le fais en pensant d'abord aux jeunes, parce que maintenant, tu sais, tu as un jeune qui se suicide tous les 15 jours dans notre pays, suite à harcèlement scolaire ou cyberharcèlement. Et la moitié des harcèlements scolaires sont via du cyberharcèlement aussi. Je veux dire, là, on a un problème qui est monstrueux. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui commence à être généralisée des jeunes, de leurs parents, de l'ensemble des Françaises et des Français. Ça, c'est bien, parce qu'en démocratie, on peut rien faire tant qu'il n'y a pas de prise de conscience globale. Par contre, je pense qu'on est très loin d'avoir réussi à traiter le sujet. Les réseaux sociaux sont des zones de non-droit. On n'y applique pas déjà les règles qui sont légales. Les règles légales qu'on a mises aujourd'hui ne sont pas au niveau des règles qu'on a dans la vie physique. Et donc il y a vraiment un énorme travail à faire. Donc moi je porte plein de sujets. J'ai porté notamment le sujet de la lutte contre l'anonymat, mais de pouvoir être en pseudonymat. C'est vraiment ça. Moi ce que je veux faire sur les réseaux sociaux et dans le monde numérique, c'est pas plus, pas moins que dans le monde physique. Ça fait des siècles qu'on a fait des lois pour à peu près vivre d'une façon civilisée dans notre pays, dans la vie physique. C'est à peu près parce qu'on n'est pas encore totalement civilisé, mais ça va, tu vois, on arrive à peu près à vivre, c'est à peu près vivable. Mais ça fait des siècles qu'on empile des lois, des règles, des choses. Et là, ça allait très vite. Là, ça allait très vite, c'est un nouveau monde. Et honnêtement, franchement, c'est la barbarie. Désolé d'utiliser ces mots comme ça, mais c'est le bordel. C'est n'importe quoi. C'est du harcèlement permanent. Les gens, c'est les mêmes gens, mais ils n'ont pas le même comportement. Et donc, soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie physique. Donc moi, je pars du principe, soit les gens sont devenus fous depuis 2010, et voilà, c'est comme ça. Mais en fait, je vois qu'ils sont pas devenus fous dans la vie physique. Ils sont toujours les mêmes personnes. Mais par contre, les gens sont fous sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est le système des réseaux sociaux qui va pas. Et il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de choses pour protéger nos enfants, notamment. Je pense que quand on a 10 ans, être sur les réseaux sociaux, ça marche pas, c'est pas possible, c'est pas fait pour. Peut-être qu'un jour il y aura une plateforme qui sera faite spéciale enfant et super bienveillante, éducationnelle, géniale et tout. Pour l'instant, ça n'existe pas. TikTok et Twitter, c'est des monstres, pardon, c'est des organisations, c'est monstrueux. Moi, j'y suis, je travaille, ça a plein de choses, c'est bénéfique sur plein de sujets, mais franchement, en organisation sociale, c'est vraiment monstrueux. Je prends un exemple, c'est celui de l'anonymat. Les gens, la majorité des gens pensent qu'ils sont anonymes quand ils n'ont pas mis leur nom sur leur compte. Et donc, quand tu crois que tu es anonyme, tu peux te permettre de dire tout et n'importe quoi. Et tu penses que ça n'a pas de conséquences parce que de fait, tu te penses que tu es anonyme. Et imagine ce que je dis toujours, dans la vie réelle, si les gens avaient une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter et pensaient qu'ils pouvaient être anonymes vraiment avec la cape d'invisibilité, t'imagines la vie qu'on aurait? T'imagines ce que ce serait les champs de guerre, les gens qui ont des problèmes amoureux, de tromperie ou de problèmes de voisinage avec le voisin? Non mais on serait pas 8 milliards, on se serait tous entretués. Et donc il faut qu'on reproduise ces règles de vie en civilisation sur les réseaux sociaux. C'est possible. Ça va un peu contre le modèle commercial des plateformes de réseaux sociaux actuelles.
en tout cas de certaines plateformes, parce que moi, faut toujours citer une plateforme. Je trouve qu'on cite pas assez en exemple dans ces cas-là. C'est LinkedIn. Moi, j'y passe beaucoup de temps. Je crois que tu y passes beaucoup de temps aussi. LinkedIn, ils se sont organisés pour que ce soit civilisé. Et d'ailleurs, 99% des gens sur LinkedIn sont à visage découvert, ne sont pas anonymes. Et donc, n'ont pas le même comportement. Qu'ils vont avoir sur Twitter ou sur TikTok ou sur Facebook. Et donc, c'est possible d'avoir des réseaux sociaux où la vie est civilisée et où on passe un bon moment. Voilà, donc il faut plus prendre exemple sur LinkedIn que sur X, anciennement Twitter. Et comment justement ça s'est clôturé ce travail que tu as porté? On a fait voter la loi, mais dans cette loi, on a fait passer quelques éléments. Mais on n'est pas allé jusqu'à interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux et permettre le pseudonymat. C'est très important. On est sous pseudonymat dans la vie physique, donc on doit pouvoir l'être aussi sur les réseaux sociaux. Donc on ne doit pas pouvoir se cacher des autorités, mais on a le droit de mettre un faux nom si on veut, une fausse photo, les informations qu'on veut pour que le grand public ne nous reconnaisse pas. Mais on ne doit pas pouvoir être anonyme face aux autorités. Ça, c'est pas passé. Même s'il y a une immense majorité des Français qui sont pour, on a fait des sondages pour ça, on sait que 87% des Français sont pour ce principe. Mettre fin à l'anonymat, donc qui est une vérification d'identité sur les réseaux sociaux, mais de pouvoir être en pseudonymat, c'est-à-dire, je mets la photo de mon chat et voilà. Donc ça, c'est pas encore passé. Il faut qu'on se batte pour. Il y a une voie de passage, en fait, pour moi, qui est celle de l'interdiction des réseaux sociaux. Donc l'application de la loi Marcangeli, c'est-à-dire interdiction des réseaux sociaux en dessous de 13 ans, qu'entre 13 et 15 ans, ce soit permis, mais avec l'autorisation parentale, et au-dessus de 15 ans, tu es suffisamment grand pour décider d'aller sur les réseaux sociaux à ta guise. Mais ça veut dire vérifier l'âge. Et pour vérifier l'âge, tu peux faire d'une pierre deux coups, c'est aussi vérifier l'identité de la personne pour que cette identité, elle soit connue. Le jour où le compte est utilisé pour harceler une jeune fille qui se suicide 15 jours après, on va aller identifier à qui appartenait ce compte en un clic. Et pourquoi ça passe pas quand tu me dis que ça fait... Pourquoi ça passe pas? Parce que tout simplement avec la configuration de l'Assemblée nationale, purement, là ça ne passe pas. Voilà, les forces populistes sont contre, sont pour un Internet qui est libertaire, qui sont plutôt contents qu'il y ait un peu de chaos sur Internet, qu'il y ait beaucoup de complotistes qui mettent le bordel. Ça c'est bon pour ces forces populistes et leur progression. Et donc, il n'y a pas la configuration à l'Assemblée nationale pour. C'est pour ça que moi, j'avais proposé au président de la République d'en faire un référendum, parce que 87% des Français sont pour. Les forces politiques, aujourd'hui, bloquent. C'est un très bon sujet de référendum. Voilà, on en appelle aux Français. Et je suis sûr que le référendum passerait les doigts dans le nez, parce que parfois, les Français ont de l'avance par rapport à leurs forces politiques. Mais c'est... Voilà, donc il faut utiliser tous les outils de la démocratie pour avancer. On va revenir avec les quelques minutes qui nous restent sur un sujet qui t'est cher aujourd'hui. Je sais qu'il y en a même deux, qui est aussi l'anonymat de l'entrepreneur. Mais de la retraite par capitalisation. On parlait tout à l'heure de BPI France, qui est quand même un très bel exemple de banque publique d'investissement. Ça questionne quand même certains entrepreneurs, parce que, ou même comme moi, j'espère que j'aurai l'occasion de m'adresser directement à son patron, est-ce que c'est vraiment sain d'avoir une banque publique d'investissement qui est quand même en gros investie dans tous les fonds de la place parisienne et française, on va dire 90%. Alors, 90% des fonds d'investissement sont financés par du public. Alors, est-ce que c'est sain? Oui et non. Pardon de faire cette réponse, je m'explique. Oui, parce que on en avait absolument besoin. Que sans avoir créé BPI France, mis tous les moyens de BPI France et que l'équipe de BPI France, on salue Nicolas, Pierre-François et tous les autres, on n'en serait pas là. Faut être clair. Donc d'abord, merci aux équipes, merci à ça. Faut continuer, faut pousser, faut y mettre les moyens. C'est exceptionnel. Mais non, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est devenu une façon tellement gros que ça peut effectivement générer peut-être des biais. Mais le sujet, c'est, pour être bien clair, c'est pas dire il faut faire moins de BPI France, il faut pas BPI France. Il faut plus de BPI France, il faut continuer, il faut y aller à fond. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de financement privé. Et pour qu'il y ait plus de financement privé, c'est très clair, on ne s'en sortira pas tant qu'on n'aura pas de fonds de pension en France et en Europe.
Je redonne les ordres de grandeur. Aux États-Unis, c'est 42 000 milliards d'euros qui sont dans les fonds de pension, dont 20% va dans l'innovation, dans la tech. En tout cas, dans nos entreprises innovantes, parce qu'il y en a beaucoup plus que 20%, mais via, je dirais, les fonds d'investissement. Ouais. Il y a beaucoup qui passent, la moitié qui passent en actions, donc qui vont aussi dans la tech, mais via pour les entreprises qui sont déjà, qui ont déjà passé le stade de l'IPO. En Europe, ça n'est que 6 000 milliards, concentrés dans les démocraties du nord de l'Europe. Et en France, c'est quelques centaines de milliards. 42 000 milliards, quelques centaines de milliards. Si on n'avait pas BPI France, on serait mort. Maintenant, pour arriver à avoir les moyens à l'échelle et passer l'étape d'après qui est de transformer nos licornes, en tout cas nos belles startups, en géants tech mondiaux, on n'y arrivera pas si on n'a pas cet argent massivement. Et donc, si on passe par une partie de notre système de retraite, de la répartition à la capitalisation. Et je pense que ça, c'est un enjeu de l'élection présidentielle de 2027. Il faut absolument qu'on fasse ce changement-là pour se donner les moyens. C'est la baguette magique des Américains. Ils n'ont pas des meilleurs talents que nous. Ils n'ont pas un marché plus grand que nous. Il est plus petit, c'est 330 millions. Nous, on est 450 millions. Alors, il est un petit peu plus, il est un peu plus harmonisé. Ils ont une langue. Ça va vite être un problème qui va être réglé par l'IA et les futurs écouteurs qui vont faire la traduction en direct. Donc ça, je me fais pas de problème. Mais leur marché est un peu plus harmonisé, mais nous, on y travaille. Leur baguette magique, c'est les 42 000 milliards qui sont dans les fonds de pension parce qu'ils ont tout leur système de retraite en capitalisation. Et donc nous, il faut qu'on bouge là-dessus et il faut qu'on utilise mieux notre épargne au niveau européen. On a aussi une belle opportunité. Il y a 10 000 milliards d'épargne au niveau européen qui dort un peu sur des comptes, soit des comptes courants, soit des comptes de livret qui sont un peu moins utiles. Et donc, voilà, on a des choses à faire, mais c'est des changements qui sont très structurels. Et il faut qu'on avance et qu'on y prenne du temps là-dessus. Et quand tu dis une partie, c'est qu'est-ce qu'il y a de bon et de moins bon dans justement la retraite capitalisée aujourd'hui? Pourquoi c'est si compliqué déjà de l'amener? Parce que ça, c'est pas gagné. Je veux dire, alors moi, je suis très optimiste. Mais en fait, quand on va expliquer le truc, je pense que le premier problème, ça s'appelle retraite par capitalisation. Le mot capitalisation, qui est une mauvaise traduction en anglais, capital fait peur et tu perds la moitié des Français qui t'écoutent plus. Moi, je propose déjà d'appeler ça retraite par investissement. T'investis dans l'économie, c'est ça qui paye la retraite. Déjà, ça nous évitera des débats de est-ce que c'est libéral et tout. C'est pas le sujet. Moi, je propose de faire une retraite par capitalisation, une retraite par investissement qui soit collective, obligatoire et solidaire. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que quand on a mis en place notre système de retraite, on l'a fait par répartition. C'était dans les années 50-60. La démographie était très bonne. Il y avait 4 actifs pour un retraité. Donc là, c'était évident qu'il fallait faire de la répartition parce que chaque jour, on était 4 pour payer la retraite d'un retraité le mois prochain. Autant faire la répartition très simple, super système quand la démographie est bonne. Le problème, c'est dans 30 ou 40 ans, il y aura un actif pour un retraité. Donc si moi, tout seul, je dois payer le salaire, la pension d'un retraité, c'est-à-dire qu'en fait, la moitié du boulot que je fais, ça va être pour le retraité. Enfin, je veux dire, le système ne marche pas compte tenu de la démographie. La retraite par capitalisation, compte tenu de notre démographie, c'est 5 fois plus efficace. Et en fait, pour prendre une image simple, c'est soit tu es locataire à vie de ton logement, soit tu l'achètes et à la fin tu es propriétaire, tu peux même parfois louer et tout, en tirer des revenus. C'est évidemment beaucoup plus intéressant d'acheter son logement que d'être locataire à vie. Et ça, tous les Français le comprennent bien. La retraite par capitalisation, ça marche de la même façon. Et en fait, il y a eu un truc, c'est que parfois nous on y a participé aussi, donc faut faire le mea culpa. C'est que c'était tellement dur de faire passer des réformes pour repousser l'âge de la retraite, pour faire que les gens travaillent plus et équilibrer notre système par répartition, qu'on a parfois utilisé l'argument de regarder, on va sauver le système par répartition, on va pas aller sur la capitalisation. Et tu vois, parfois, je pense qu'il y a eu des paroles négatives sur la capitalisation qui, franchement, n'ont pas du tout lieu d'être. Moi, plus je creuse ce sujet, plus je n'y vois que des avantages. Et je suis donc certain que les Français, quand on aura juste passé la barrière du mot pour certains d'entre eux, c'est plus efficace pour tous les cotisants. Ça permet de soutenir notre système des retraites. Ça permettra de faire des meilleures retraites ou de cotiser moins.
c'est bon pour notre économie. Et ce qu'il faut bien dire, souvent les gens pensent que là, il y a une confusion parce que le seul retraite par capitalisation qui existe aujourd'hui en France, c'est le PER, c'est le plan épargne retraite, généralement c'est individuel. Donc tu te dis que tu fais ça individuellement, et donc voilà, ce que tu mets, et ben tu l'auras à la fin. C'est une modalité. Moi, ce que je propose, c'est la retraite par capitalisation collective et obligatoire. Donc on se met tous ensemble, soit au niveau national, soit par branche. On voit à quel niveau exactement, mais on se met tous ensemble et on fait ces fonds de pension ou ce fonds de pension national et on met notre argent en commun, ce qui te permet de mettre des mécanismes de solidarité. Si tu veux, dans la retraite par capitalisation, mettre des mécanismes de solidarité comme on a dans notre retraite par répartition, par exemple parce que tu vas dire que je veux que les femmes, même qui se seraient arrêtées de travailler 3 ans, aient le même niveau de retraite que des hommes qui ont travaillé toute leur carrière. Il y a des mécanismes de ce type-là dans notre système par répartition. Tu peux tout à fait le faire dans la retraite par capitalisation. Donc c'est un flux financier qui est différent. Mais le fait d'avoir un flux financier qui est différent, tu génères des fonds de pension qui ont un impact exceptionnel sur notre économie et sur notre prospérité collective. Donc il faut le faire. Voilà. Mais la petite difficulté, c'est qu'il faut amorcer les premiers fonds de pension. C'est comme acheter son logement. Il y a 20 ans, il faut payer pour acheter le logement. Et donc, c'est pareil avec la retraite par capitalisation. Il y a 20 ans, il faut amorcer le fonds de pension et donc y mettre des ressources. Et là, justement, c'est quoi Enfin, on s'inspire de qui? Des États-Unis? C'est encore le meilleur système? Non, je pense pas que les États-Unis, c'est le bon système parce qu'ils ont mis tout leur système en capitalisation. Moi, comment tu limites le risque, justement? C'est ce qui fait peur aux Français. Ouais. On parle beaucoup, nous, dans cette émission, évidemment, d'innovation, de risque, d'investissement. Mais il y en a, ça leur fait peur. Oui, ça c'est clair. Mais par contre, en fait, cette peur n'est pas totalement justifiée. En fait, il y a toujours des crises boursières. Mais sur le temps. Mais elles durent jamais 30 ans. Elles vont durer quelques années et généralement, ça revient à peu près au niveau d'avant. Donc la beauté d'un système de retraite par capitalisation, c'est que de toute façon, tu es sur des durées de 30 ou 40 ans. Donc si tu as eu 1 ou 2 crises boursières dans les 30 ou 40 ans, en fait, ça n'a pas trop d'impact et même si tu l'as à la fin, ça n'a pas trop d'impact. Ça a un impact, mais c'est un impact limité. Et c'est toujours mieux que la retraite par répartition. C'est toujours beaucoup mieux. Quand tu fais 5 à 10%, c'est ce que font les fonds de pension par an, alors que la retraite par répartition, si tu compares, c'est 0,5% de taux de rendement annuel. Je veux dire, même si tu tapes à la fin une crise, ça sera petit l'impact sur 30 ou 40 ans. Donc ça, il faut bien rassurer tout le monde. Et puis le scénario où tu as un effondrement boursier qui dure 30 ans et qui est mondial, puisque les fonds de pension, ils investissent dans tous les pays du monde, de toute façon, dans ce cas-là, ça sera horrible et le système de répartition sera complètement à plat aussi. Donc, oui, il y a un risque économique, il est très limité, mais c'est aussi pour ça, parce qu'il y a ce risque-là que moi, si je devais à terme dire comment on doit être, c'est 50% répartition, 50% capitalisation. Donc les inspirations, elles sont plutôt les démocraties d'Europe du Nord, où tu as entre 10 et 50% qui sont du système qui sont via la capitalisation. Le reste est soit de la répartition, soit de la pure solidarité au niveau national. Quand est-ce que tu vas le porter? Donc là, je pousse déjà, je pousse ça, j'irai auprès de tous nos responsables politiques, de tous mes collègues. Je fais des tribunes, j'avance, je travaille sur le fond, sur comment on peut, quel système proposer, quelle transition proposer. Donc ça, donc c'est tu fais vraiment... des consultations encore. Donc je fais des consultations, je vois des dizaines et des dizaines d'experts. Voilà, je pousse ça, je fais l'influence sur ce sujet-là pour que ce soit un sujet important de la campagne présidentielle en 2027. Et donc, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà plusieurs candidats ou candidats putatifs qui ont dit qu'il fallait avancer sur le sujet. Donc, honnêtement, je suis déjà, sans super bonne voix, je suis déjà super content. Maintenant, il faut faire la pédagogie, expliquer concrètement comment ça pourrait marcher, etc. Donc, j'ai plein de prochaines étapes. Vous verrez plein de contenus, plein de choses arriver. Donc, je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines, prochains mois.
On arrive à la fin de cette émission, on va parler un peu perspective quand même et recommandations de Paul Midi. Quelles sont selon toi les prochaines grandes étapes pour renforcer l'écosystème tech français? Tu m'as parlé de la retraite par capitalisation. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu as encore dans le premier truc, il faut survivre aux prochaines élections parce qu'en 2027, si les Français élisent des forces populistes qui n'en ont vraiment rien à faire de l'innovation, qui mettent le sujet, par exemple, de l'immigration en numéro 1 de très loin devant tout le monde. Moi, je mets le sujet de l'innovation en numéro 1 et de notre prospérité collective assez loin devant les autres. Si les Français élisent des forces populistes, franchement, on peut plier boutique et ça servira à rien de s'exciter. Et je pense que beaucoup d'entrepreneuses, malheureusement, repartiront aux États-Unis, pour autant que ce soit encore un endroit bon pour investir. Donc c'est ça la première bataille, et ça vient avec cette bataille démocratique. Je pense que vraiment, moi, le message que je veux passer à tous ceux qui nous écoutent, c'est que chacun, individuellement, sous-estime le poids qu'il peut avoir. Mais pensez aux milliers de conversations que vous allez avoir avec des centaines de Français dans les 2 prochaines années d'ici la présidentielle. Et donc, chacun a un rôle à jouer pour expliquer que ce qui est fait là, c'est une priorité nationale, c'est une priorité européenne, il faut y aller. Donc, réussir à faire en sorte qu'on ait un ou une présidente de la République qui porte ces enjeux-là, qui les comprennent et qui comprennent le caractère vital pour la France et pour l'Europe de ces sujets. 2, il faut qu'on arrive à avancer sur les sujets de financement parce que c'est notre premier sujet. Parce que l'objectif doit être, tu vois, si je donne des vœux, c'est qu'il faut qu'on a généré des très 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 belles startups, des belles licornes, des futurs champions mondiaux. Mais maintenant, il faut avoir des champions mondiaux. Il faut que Mistral devienne aussi bon, voire meilleur et plus gros qu'OpenAI. C'est ça, mais pour ça, il faut qu'ils puissent lever un petit peu de sous, 5 milliards, 10 milliards d'euros. Et pour ça, il faut qu'on ait l'accès au financement dans la bonne mesure. Donc, il en a déjà demandé un, là. Ouais, c'est super. Je doute pas qu'il y arrive, mais il lui en faudrait 5 ou 10. Ouais. En vrai. Donc voilà. Donc financement, il faut qu'on arrive à féminiser notre écosystème. Ça, c'est le point noir. Ça a pas bougé depuis 10-20 ans. Honnêtement, franchement, on est nul. Donc là, il faut qu'on arrive aussi à renverser la table là-dessus. Ça prendra du temps aussi parce qu'il y a des biais de genre qui se créent dès le CP et qui arrivent dans les filières techniques, ingénieurs qui mènent à généralement plus profond que la tech. C'est dans toutes les... Bien sûr. Mais il faut qu'on arrive à changer le système là-dessus parce qu'honnêtement, on est sous-optimal. Et embarquer tout le monde dans l'écosystème. Et puis, faire tout ça au niveau européen. Donc il faut continuer, tu vois, France 2030, il faut que ça devienne un France 2050 avec beaucoup plus de moyens, 100 milliards au niveau français, mais dans un Europe 2050, 1000 milliards au niveau européen, et qu'on est bien en ligne de mire de macro-objectifs qu'on a maintenant au niveau européen. L'objectif du zéro carbone à 2050, la transition écologique, faut pas oublier cet objectif-là. Parfois, il est un peu mis de côté là par certains. Et donc ça, faut pas oublier. C'est quand même un objectif à 2050 qui est le plus important. Et puis un objectif un petit peu plus de court terme, maintenant nouveau, qu'il faut qu'on se défende, faut qu'on fasse l'Europe de la défense, parce que là, je sais pas si tu as vu la gueule du monde, mais c'est la catastrophe. J'ai eu le plaisir de... Voilà, et comme les Américains ont décidé de ne plus défendre l'Europe, c'est leur choix. Il faut qu'on se défende nous-mêmes. Et en fait, l'enjeu de la défense européenne, c'est un enjeu de mobilisation collective, mais c'est avant tout un enjeu de nouvelles technologies, parce que on sera capable de se défendre si on a les meilleurs IA en Europe, la meilleure robotique, les meilleurs drones, la meilleure électronique. Et donc, on avait un petit peu délégué ça aux Américains qui assuraient notre défense et aux Chinois qui géraient notre industrie, en fait, à qui on a délégué une partie de notre industrie. Faut reprendre notre industrie et de toute façon reprendre notre souveraineté en défense, puisque les Américains nous ont un peu lâché en race campagne, mais c'est leur choix, ils ont le droit, ils sont souverains sur ces décisions-là, évidemment. Mais donc le défi pour nous, c'est d'être les meilleurs en défense, de réinvestir énormément dans l'innovation en défense, mais dans l'innovation en général, parce que toutes les technologies que j'ai mentionnées, quand on fait Mistral, on fait aussi l'Europe de la défense, bien sûr. parce que voilà, ça nous fait avancer sur ces sujets-là.
Eh bien, écoute, donc merci. on a pas mal de boulot. Ouais, il y a et du donc boulot. voilà, tous ceux qui veulent se mobiliser peuvent se mobiliser. Justement, ce sera un peu le mot de la fin. Ouais. Comment les entrepreneurs et plus encore peuvent interagir avec toi, avec les pouvoirs publics de manière générale pour essayer de faire avancer les choses. Alors, c'est quoi la recommandation? Recommandation, c'est dès que vous avez un politique sous la main, dès que vous avez un sujet en tête, faut le transmettre. Donc c'est comme dans votre boîte. Si vous avez une idée, généralement, quand vous êtes entrepreneur, vous faites un petit mail, vous faites un petit truc sur Slack ou sur je sais pas quel outil vous utilisez. Généralement, vous gardez pas ça très longtemps dans votre tête. C'est pareil pour le pays et pareil pour les politiques publiques. Si vous avez une idée, si vous avez un sujet à pousser, il faut le pousser aux politiques et ça a de l'impact. Moi, j'essaye de sauver le dispositif Jeune Docteur, par exemple. Tous ceux qui voient très bien de quoi je parle, dès que vous voyez un député, un sénateur, un ministre, à Vivatech, il y en avait plein, c'était bourré de ministres et de parlementaires. Dès que vous le voyez, vous leur dites bonjour, vous leur dites merci pour ce qu'ils font, mais au bout de 10 secondes, vous leur dites il faut sauver le dispositif Jeune Docteur. Et voilà, un message très direct, comme vous dites à vos équipes. Donc ça, voilà, racontez à tout le monde ce que vous faites et pourquoi c'est important pour la France et pour l'Europe. Et pour tous ceux qui veulent faire plus, ajoutez-moi sur LinkedIn, mettez-moi un petit message et j'ai plein d'idées pour vous. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps, Paul. Merci à toi. Merci. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Entretien avec un VC. À bientôt. Merci encore. Salut les amis.